Bienvenue dans le Morning Show. Et si on parlait voiture, et si on parlait automobile d'occasion avec Mike Perez et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Parce que les voitures d'occasion, ça marche plutôt pas mal. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que les voitures neuves sont de plus en plus chères, donc pas forcément accessibles à tout le monde. Donc on se rabat sur le marché de l'occasion. Les sujets de Mike Perez. Le marché de la voiture d'occasion est en hausse. Beaucoup de gens s'intéressent aux voitures d'occasion et il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et avec toi, on fait le point ce matin. Alors si tu achètes une voiture d'occasion dans un grand garage qui vend du neuf, de l'occasion, des choses comme ça, en règle générale, tu n'as pas trop de soucis à te faire. Ouais. Souvent, ces véhicules sont vendus avec des garanties. Tu sais que ça a été expertisé du jour. Tu sais qu'il y a eu un suivi et tout ça. Donc là, tu n'as pas trop de soucis à te faire. Si tu achètes chez un marchand d'occasion, on les appelle ainsi, ceux qui sont vraiment spécialisés dans l'occasion et souvent qui vendent aussi des occasions qui ont déjà un certain nombre d'années, qui ont peut-être déjà 5, 8, 10 ans, ou que tu achètes une voiture d'occasion à un particulier, là, il faut être vigilant à 2-3 choses, notamment l'expertise, la fameuse expertise, le contrôle technique. Évidemment, ouais. Dans un monde idéal, il faudrait qu'elle soit expertisée du jour. C'est-à-dire que à partir du moment où tu dis ok, j'achète cette voiture, mais la condition c'est que vous alliez faire ce contrôle technique dans les jours qui précèdent la transaction. Là, à ce moment-là, effectivement, tu es tranquille. Il faut vraiment faire en sorte que l'expertise ne date pas d'il y a une année, voire 2 ans. Donc, parce que là, tu pourrais tout d'un coup avoir des mauvaises surprises. Ça, c'est le point le plus important. Ensuite, si tu as un petit peu l'œil mécanique, fais le tour de la voiture, ouvre le capot, regarde un peu. Si tu n'as aucune idée, demande à quelqu'un qui s'y connaît un peu de venir avec toi pour regarder la voiture, parce que les défauts, ils sont souvent cachés. Jette un coup d'œil aussi au carnet d'entretien pour voir si effectivement les entretiens, les services, les vidanges ont été faits correctement, parce que ça peut te mettre effectivement à l'abri de quelques petits soucis. Regarde l'état général de la voiture. Est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce que la carrosserie est ok? Est-ce que l'intérieur est ok? Est-ce que les pneus sont en bon état aussi? Parce que ça aussi, tout d'un coup, tu te retrouves à devoir changer au bout de 3 mois tes pneus. C'est vite des frais. Ça va vite, effectivement. Et dans la balance... Une voiture, ça coûte de toute façon cher. Dans la balance de la négociation du prix que tu vas faire, tiens compte aussi de l'état des pneumatiques. C'est pas la même chose s'ils sont flambant neufs ou bien s'ils sont effectivement déjà bien usés puis que tu vas donc devoir les changer au bout de 3 mois. Et puis, si tu achètes une voiture électrique d'occasion, là, ce qui est important et ce qui serait vraiment idéal, c'est de faire tester la batterie, l'état de la batterie, savoir si effectivement elle est encore en pleine capacité de charge. On sait qu'une batterie, toutes les batteries, on l'expérimente au quotidien avec nos téléphones portables, par exemple. Au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de cycles de recharge, elle diminue en performance, ça charge plus au top, on va dire. Tu perds de la capacité de batterie, donc ça veut dire que tu vas perdre de l'autonomie. Et forcément, c'est déjà un problème en soi, l'autonomie d'une voiture électrique. Si en plus de ça, ta batterie, elle est en mauvais état, on va dire, là, tu risques de le regretter. Donc voilà, ce sont des petits détails auxquels il faut vraiment faire attention. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est va dans un garage qui te propose une garantie. Si c'est pas le cas parce que c'est justement un particulier, prends avec toi quelqu'un, fais le nécessaire. Mais si tu n'y connais rien et puis que tu as le sentiment que tu vas te faire peut-être arnaquer ou que potentiellement tu peux te faire arnaquer, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, puis là, on parle quand même toujours de plusieurs milliers de francs. Donc, ce serait dommage que tu dépenses beaucoup d'argent pour finalement te retrouver avec un véhicule qui est en mauvais état et qui te lâche au bout de quelques mois. Bienvenue dans le Morning Show. Découvrez le monde de la télé avec Pal de Gomme. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Émission spéciale vacances, 2 fois plus de musique, mais aussi de bonheur, de plaisir et de bande dessinée avec Pal de Gomme qui était avec nous hier et qui revient aujourd'hui pour nous parler de Lucky Luke. Ouais, salut mon cher Pal. Mais salut Philippe. Comment va ton plan? Mais impeccable. Et en plus, ce qui est génial de cette métier, on va aussi parler dans ton plan. Tu vois, Eddie Dalton, évidemment. Eddie Dalton, bien sûr. C'est un album pas comme les autres. C'est le nouveau Lucky Luke de Bouzard, audition d'Argo. Alors, je vais m'accrocher pour le titre parce que c'est l'homme qui a vu l'homme qui filme qui filme l'homme qui tire plus vite que son ombre. Voilà. J'ai réussi à lire le titre.
suis content. Ça- En fait, c'est vrai que c'est génial parce que c'est le journal du tournage du dernier Lucky Luke qui a été fait pour Disney+. D'accord. Alors, grâce à Bouzard, en fait, vous allez tout savoir sur la série, les coulisses. En fait, ce drôle de western, il a accompagné le son de Rantanplan. Donc, Rantanplan va suivre Bouzard, en fait, fameux tout le long chien. le célèbre chien du western. Et ce qui est génial, c'est qu'avec Bouzard, on va faire connaissance en fait des acteurs, des Dalton, comme tu l'avais dit, de la production, même d'Albert Lenoir, qui est le nouveau Lucky Luke pour la télévision. Ouais. Et il y aura même des canards et des moutons. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est excellent. Ah oui, c'est vrai que ce qui est génial dans cette bande dessinée, c'est pour pas se prendre au sérieux. Ouais. Et en même temps, en fait, Bouzard, c'est génial parce que c'est un dessinateur qui travaille aussi bien pour Fuite Glaciale que pour Jean Spirou. Et là, dans cette nouvelle bande dessinée en fait de Lucky Luke, c'est que il va être notre guide tout le long de la bande dessinée. Il va même mettre le costume de Lucky Luke pour entrer plus en fait dans cette histoire. Et c'est vrai que c'est génial parce que l'homme qui a vu l'homme qui filme l'homme qui tire plus vite que son ombre, c'est vrai que le titre est un peu compliqué, mais c'est génial, ça veut dire qu'on ne faut pas se prendre au sérieux. Ouais. Et c'est vrai que c'est magique. Et c'est magique. Ouais. Ah oui, puis en même temps, Lucky Luke cette année a 80 ans. Ouais, c'est ce que j'allais Et dire, c'est- il a pris un coup de vieux, Oui, pépère, quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Et tout le long de l'année, il y en a plein de bandes dessinées qui vont sortir en fait de Lucky Luke avec différents auteurs, dont on a toujours HD qui est le dessinateur actuel de la série Lucky Luke, mais il y a Mathieu Bonhomme qui a aussi fait. Et c'est vrai que ce personnage a été créé en 1946 pour le Jean Espion par Maurice. Et c'est vrai que c'est magique. Et on parle de vacances, en même temps, ce qui est génial, c'est que Lucky Luke est aussi à Saint-Maurice. Oui. Donc au château de Saint-Maurice. Château, c'est absolument. Je vais faire un petit coup de fil à Philippe Duvanel qui organise cette, Ah oui. cette manifestation, enfin cette exposition qui a lieu jusqu'en automne prochain, je crois. Ouais, jusqu'au 22 novembre, en fait, c'est vrai que c'est génial. Et profitez pendant les vacances d'aller voir cette exposition, elle est magnifique. Et c'est vrai que ça est devenu un peu le château de la bande dessinée suisse. C'est ça. Et c'est vrai que c'est magique. Ouais, 80 ans, Lucky Luke. Non, mais franchement, Ah oui. c'est dingue quand même. Et alors, évidemment, c'est l'occasion ou jamais de ressortir aussi ces BD collector finalement, parce qu'elles sont collector, Ah ces oui. fameuses BD de Lucky Luke. C'est collector, c'est vrai que les premiers albums étaient en souple. Hein. C'est vrai que. Oui, c'est vrai. Oui. Puis après, c'est devenu cartonné. Et c'est vrai qu'au début, Maurice travaillait tout seul. C'est-à-dire que Goscinny, le scénariste aussi bien d'Astérix, l'a rejoint quelques années après. Mais il a fait 8 albums tout seul. C'est vrai qu'on oublie un peu ça. C'est important de rappeler. Et c'est ce que nous raconte en même temps l'exposition qui a lieu au château de Saint-Maurice. Oui, allez-y, ça vaut franchement la peine et on en parlera. C'est promis, on va lancer un petit coup de fil à l'organisateur et au gardien de ce château qui va nous parler de cette exposition à ne pas manquer. Merci beaucoup, Pal de Gomme. Merci, Philippe. Alors, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures BD. Il y a pas mal Avec de un choses grand au plaisir. niveau de la BD. Ça bouge en ce moment. Il y a Bon. plein de nouveautés. C'est vrai que c'est magique. Donc, on va en parler de plein d'autres nouveautés, plein de surprises. À la semaine prochaine. Merci, Merci. Pal. Bienvenue dans le Morning Show. Plus. Et si, après les voitures, si on parlait petite maison maintenant avec Mike Perez. Avec les tiny house, c'est une tendance qui s'accélère beaucoup. Hein. On a envie d'acheter ces petites maisons qui offrent liberté et tout ça, mais c'est pas si simple que ça à acquérir. Les sujets de Mike Perez. On va parler de Tiny House ce matin avec Mike Perez. Alors attention, ça n'a rien à voir avec une caravane. Hein. Non, ce sont vraiment des maisons qui ressemblent effectivement à des mobile homes. Certaines effectivement sont prévues pour être déplaçables, mais dans la plupart des cas, tu la poses à un endroit et puis en général, tu bouges plus. D'accord, c'est quoi? C'est des maisons de Hobbit alors, c'est ça? Oui, c'est ces toutes petites maisons. Alors, elles plaisent parce que il y a quand même un coût qui est moins élevé effectivement que de l'immobilier classique, qu'un appartement ou une villa. Ça c'est évidemment ça saute aux yeux. Il y en a on estime entre 400 et 600 qui sont déjà habités en Suisse. Mais voilà, il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, qui fait des démarches pour en acheter. Alors, pourquoi ça marche super bien? Parce qu'il faut quand même être conscient que c'est tout petit. Alors, c'est variable en fonction du modèle, mais ça va de 15 à 45 mètres carrés
habitable en moyenne, hein, donc c'est vraiment pas grand. C'est pas grand. Hein. Ça va si t'es tout seul, éventuellement en couple. C'est 2 fois le studio où on est. À partir du moment où tu commences à avoir des enfants, notamment, là, ça commence à devenir compliqué. Les uns sur les autres, là. Ouais. Mais voilà, il y a l'envie de réduire ses affaires, d'avoir effectivement peut-être moins de choses avec soi, de réduire ses dépenses. On l'a dit, hein, ça coûte Aussi, quand même moins cher. Il y a un désir de liberté parce qu'en règle générale, effectivement, ces maisons, tu vas les retrouver un peu au milieu de nulle part. Donc, il y a cette impression effectivement d'avoir de l'espace avec toi. Et puis, bon, bah voilà, il y a une démarche aussi un peu philosophique qui est de se dire, on vit mieux et avec moins. Bon, après, ça c'est propre à chacun. C'est clair que c'est aussi effectivement très économique. Hein. Tu dépenses beaucoup moins d'électricité ou disons d'énergie de manière générale pour notamment chauffer et faire fonctionner ta tiny house. Hein. Donc certaines sont vraiment exemplaires hein, sur le plan environnemental. Mais voilà. Là où ça va se compliquer un tout petit peu, où le rêve peut virer, pas au cauchemar, mais disons à une réalité un peu plus terre à terre, c'est que ça coûte quand même de l'argent. Il y a aussi une réalité administrative. Tu sais qu'en Suisse, on peut pas faire ce qu'on veut n'importe où et n'importe comment. Ah bon oui. Tu nécessites un permis de construire en bonne et due forme. Hein. Il faut un concept de projet clair. Il faut l'aide d'un spécialiste. Il faut un terrain. Il faut trouver un emplacement. Ça, c'est souvent le problème numéro 1. Hein. C'est que soit tu es propriétaire d'un terrain, et c'est pas donné non plus à tout le monde, et puis là, ok, tu peux regarder. Il faut que le terrain s'y prête. Il faut pas que ce soit un terrain agricole. Il faut que tu aies quand même 2-3 raccordements, hein, parce que ta tiny house, il lui faut quand même un peu d'électricité puis un peu d'eau, et surtout de l'évacuation d'eau. Parce que ton eau, tu vas pas la balancer comme ça dans la nature. Donc voilà, il y a 2-3 petites choses aussi auxquelles il faut penser. C'est pas juste de dire, tiens, ma cabane, je la pose là et puis porte-toi bien Marcel. Non. Le prix d'une tiny house, elle peut rapidement grimper au-delà de ce que tu imagines. Alors oui, ça fait rêver. Oui, c'est sympa sur le papier. Peut-être que vous êtes en train de vous dire pourquoi pas. Mais avant de te projeter trop loin, pensez déjà un petit peu à regarder tous les problèmes que vous allez devoir surmonter. Et puis, je vous le souhaite. Hein, peut-être qu'un jour, vous serez dans votre tiny house et puis vous nous enverrez des photos. Puis vous nous direz comment ça se passe. Pourquoi pas ? On pourrait faire un studio radio avec une petite... On fait déjà ça plus ou moins quand on se promène avec notre studio mobile. C'est un peu ça. Ça peut être pas mal. Hein. Très bien. On y réfléchit en tous les cas. Merci, mon cher Mike Perez. Bienvenue dans le Morning Show.